Merci de m'avoir invité à nouveau. Dans cet exposé, je vais vous emmener faire un tour d'horizon de la santé intestinale et d'un régime alimentaire pauvre en glucides. Et quand j'aurai terminé, j'espère vous avoir convaincu de quelques petites choses. Premièrement, que les fibres ne sont pas une nécessité pour une alimentation saine. Et deuxièmement, qu'il existe des aliments pauvres en glucides qui provoquent régulièrement des ballonnements et d'autres symptômes, et que nous pouvons les identifier et améliorer les symptômes intestinaux à travers un régime pauvre en glucides. Enfin, je veux démontrer que pour le moment, il n'y a simplement pas assez d'éléments nous indiquant qu'altérer nos bactéries intestinales permet d'entraîner une perte de peau. Commençons donc par les fibres. Elles sont définies comme la portion glucidique des aliments végétaux que nous ne pouvons pas digérer. Et souvenez-vous que les fibres ne proviennent que d'aliments végétaux. On peut les diviser en deux types. Les fibres solubles, qui peuvent être facilement fermentées par les bactéries dans notre côlon, et qui produisent des gaz ainsi que des acides gras volatiles. Puis il y a les fibres insolubles, beaucoup plus résistantes à la décomposition par les bactéries dans notre côlon, et c'est le type de fibre qui ajoute du volume à nos selles. De nombreux avantages à l'ingestion de fibres ont été suggérés. La prévention du cancer de l'intestin, de la diverticulose, combattre les hémorroïdes, diminuer la glycémie, et bien sûr traiter la constipation. À vrai dire, c'est maintenant chose courante de dire que les fibres sont une nécessité pour un régime alimentaire sain. Naturellement, beaucoup de mes patients s'inquiètent des effets potentiels d'éliminer les céréales, les pains riches en glucides de leur régime alimentaire. Ces aliments représentent 45% des fibres consommées par l'Australien moyen. Et quand on regarde les recommandations gouvernementales actuelles, elles avancent que la fibre est de loin le meilleur traitement disponible contre la constipation. Mais cette opinion ne résiste pas à l'examen scientifique. Pour une affirmation largement acceptée, on s'attendrait à trouver des preuves irréfutables à l'appui. Sauf qu'il n'y en a pas. Je n'ai pas trouvé un seul essai contrôlé et randomisé portant expressément sur les symptômes de la constipation. Bien sûr, il y a des essais portant sur l'encombrement, le rythme du transit et autres. Mais quand on s'intéresse aux symptômes de la constipation, la recherche est simplement inexistante. Je voudrais donc vous présenter le meilleur essai clinique que j'ai pu trouver. Il s'agit d'une étude cas témoins. Dans cette étude, 63 patients présentant une constipation ont été recrutés. Et des régimes riches et pauvres en fibres ont été comparés chez ces patients, y compris nul en fibres qui a nécessité la complète expression de tous les légumes, céréales, fruits, pain complet et riz. Ce graphique représente le pourcentage de participants avant le début de l'étude souffrant de l'un des symptômes. Énumérés sur le plan, donc constipation, pression de l'ouverture, ballonnement, saignement anal, douleur. Comme vous pouvez le voir, avant le début de l'étude, tous souffraient de constipation et de difficultés à ouvrir leurs intestins, et un certain nombre souffraient aussi de ballonnement, de saignement et de douleur. Et chez les participants de l'étude ayant suivi un régime riche en fibres, on voit que la proportion des symptômes a effectivement augmenté, en particulier les ballonnements. Ensuite, le régime à fibres réduites, on peut voir, est que ceux qui ont suivi un régime réduit en fibres ont connu une réduction modérée des symptômes. La question suivante est donc, que s'est-il passé chez ceux, la majorité des participants, qui ont eu un régime zéro fibre? Ce n'est pas une erreur. Je n'ai simplement oublié de mettre quelque chose dans la diapo. Pas un seul patient dans le régime zéro fibre n'a pu expérimenter de symptômes. C'est vraiment extraordinaire. Et ces résultats étaient hautement significatifs sur le plan statistique. Ils n'étaient pas dus au hasard. Juste pour information, chaque individu du groupe zéro fibre finit par aller à la selle une fois par jour, chaque jour. Quid du groupe à teneur en fibre? Une expulsion intestinale en moyenne tous les 6,83 jours. Pensez-vous toujours que les fibres sont efficaces contre la constipation? Alors pour comprendre pourquoi l'hypothèse de la réduction de la constipation par les fibres donne des résultats aussi frappants,
Voyons les critères que les médecins utilisent pour diagnostiquer la constipation fonctionnelle. Et vous remarquerez que chacun de ces critères concerne la facilité de passage des selles à travers le sphincter anal, ce qui est assez logique. Les fibres, en particulier les fibres insolubles, celles qu'on trouve dans le son de blé, ont longtemps été vantées pour leur capacité à gonfler les selles, pour augmenter leur volume. Mais quand on y pense logiquement, voilà un embouteillage de voiture. Augmenter le volume de quelque chose est-il vraiment la solution si vous voulez le faire passer à travers un petit trou? Remplir le rectum de matière fécale rend leur expulsion plus difficile. Utiliser les fibres pour lutter contre la constipation revient donc à ajouter des voitures pour résoudre un embouteillage. Mais ce n'est pas le seul argument. On dit que les fibres, ça humidifie les selles. Sauf que ce n'est pas le cas. Ça fait longtemps qu'on le sait, et que c'est bien compris, que l'humidité des selles ne varie pas en fonction de la quantité de fibres ou d'eau que l'on consomme. Les fibres n'humidifient pas les selles. Et bien que ce ne soit pas un critère de diagnostic officiel de la constipation, les ballonnements sont un problème connu et beaucoup de gens se rendent compte qu'ils sont liés à une consommation excessive de fibres. Et la raison, c'est qu'elles ne sont pas digérées dans l'intestin grêle. Souvenez-vous, c'est la définition des fibres. Elles ne peuvent pas être digérées. Elles sont donc reliées au gros intestin qui dispose d'une grande population bactérienne. Et ces bactéries sont capables de fermenter les fibres, en particulier les fibres solubles, et produisent ce que l'on nomme des acides gras volatiles, que l'on proclame comme des vecteurs et des bienfaits pour la santé. Mais à travers ce processus, ils produisent aussi des gaz tels que l'hydrogène ou le méthane. Et comme le volume total du tube gastro-intestinal est seulement d'environ 1 litre, une quantité relativement modeste de gaz suffit pour commencer à se sentir ballonné et à ressentir des douleurs abdominales. Et quiconque a vécu dans les années 80 se souvient sûrement de l'engouement pour le son de blé. Vous pourrez probablement en témoigner. Donc ce qu'on a devant nous quand on regarde les meilleures preuves disponibles, c'est que les fibres aggravent la constipation, qu'elles provoquent des ballonnements et ne jouent aucun rôle dans l'humidification de nos matières fécales. Mais comment tout cela se rapporte-t-il au régime pauvre en glucides? Eh bien, il y a beaucoup d'aliments à faible teneur en glucides qui sont riches en fibres. Bien que 45% des fibres dans le régime alimentaire australien moyen provient de pain et de céréales, une grande partie de la nourriture que l'on substitue quand on diminue les glucides est également riche en fibres. Et quelques-uns des aliments de base que nous aimons, comme les fruits rouges, le chou-fleur, les amandes, appartiennent à ce groupe riche en fibres. Et si vous comprenez que quand ils sont métabolisés dans le côlon par les bactéries, ils peuvent produire gaz et ballonnement, alors vous comprenez pourquoi, si vous mangez un sachet entier de noix, vous pouvez sentir un certain inconfort au niveau de l'abdomen. Certains d'entre vous sont peut-être en train de se dire, vous savez quoi? C'est vrai que j'ai mangé une grosse assiette de purée de chou-fleur hier soir et que je me suis senti bizarre toute la nuit. Tournons à présent notre attention vers ces acides gras volatiles. Donc vous vous souvenez que quand les fibres sont fermentées par les bactéries, elles produisent ces acides gras. Et on pense qu'ils offrent des avantages pour la santé. Ces bactéries permettent au corps de récupérer l'énergie d'une source autrement inutilisable. Fournie sous forme de graisse. Et les estimations varient considérablement, mais il est communément admis qu'environ 5% de l'énergie que nous obtenons à partir d'une alimentation moyenne provient en réalité de ces acides gras volatiles qui sont fabriqués à partir des fibres. Et on dit que ces acides gras alimentent les cellules qui tapissent notre côlon, les colonocytes. Et l'on pense que cela contribue à améliorer les problèmes tels que la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, par exemple. Et bien que cela soit vrai, bien que ces cellules puissent en effet utiliser les acides gras volatiles pour l'énergie, ils le font seulement après les avoir initialement convertis en cétones. Donc si les cétones sont produites à partir d'acides gras volatiles, ce qui est bénéfique, alors n'est-il pas logique que les cétones dans la circulation sanguine, issues de la cétose nutritionnelle ou via un régime cétogène, soient également bénéfiques à ces cellules? Elles peuvent toujours y accéder, à vrai dire.
Les cétones dans la circulation sont probablement encore plus efficaces parce qu'ils sont acheminés à chaque colonocyte, pas seulement à ceux avec lesquels ils sont en contact direct. Et cela est d'ailleurs démontré dans des études comparant les lavements aux acides gras volatiles et l'injection de cétones dans la circulation sanguine. Et on a montré que les cétones ajoutés dans la circulation sont plus efficaces pour traiter l'inflammation liée à la MICI, ce qui pourrait signifier que les acides gras volatiles ne sont pas si miraculeux après tout. Et même s'ils l'étaient, les fibres ne sont pas la seule source d'acides gras volatiles via les bactéries intestinales. Ce graphique compare la production d'acides gras volatiles entre un régime à base végétale riche en fibres et un régime à base animale riche en acides aminés. Ici en rouge, vous pouvez voir que la production d'acides gras volatiles est en réalité plus élevée avec le régime alimentaire d'origine animale qu'avec le régime alimentaire à base de plantes. Et il semblerait donc qu'il n'y ait rien de particulièrement bénéfique à la production d'acides gras volatiles à partir de fibres. Tournons-nous à présent vers l'un des autres avantages prônés par les fibres dans l'alimentation, qu'elles permettent de contrôler la glycémie sanguine. Et prise isolément, cette information est correcte. Ce graphique compare les niveaux de glucose dans le sang entre un régime recommandé par l'ADA, l'Association américaine du diabète, et avec tous ces pics glycémiques, et en dessous un régime alimentaire riche en fibres. On peut voir que le régime riche en fibres permet de modérer les pics d'insuline dans une certaine mesure. Mais ce qu'il faut probablement préciser, c'est que si vous n'aviez pas absorbé tous ces glucides en premier lieu, alors vous n'auriez pas à vous soucier de contrôler les sucres à l'aide de fibres. Et même avec les fibres, le niveau de glucose dans le sang est toujours au-dessus de 10. Or, si un régime que je recommanderais en cas de diabète contrôler la glycémie de la sorte, je commencerai probablement à chercher une autre profession. Jetons maintenant un coup d'œil à ce graphique. Cette étude a également été publiée dans le journal de l'ADA. Et au-dessus, vous pouvez voir un régime témoin avec des pics glycémiques significatifs. Tandis qu'en dessous, vous vous apercevrez de la hauteur de la courbe que ça a l'air beaucoup mieux. Bien que le régime que vous venez de voir avec supplémentation de fibres, bien mieux que le régime que vous venez de voir avec supplémentation de fibres, le régime représenté en dessous est ce qu'ils appellent un régime faible en GBD, soit un régime pauvre en glucose biologiquement disponible. Je suppose qu'on ne peut pas utiliser l'expression faible teneur en glucides dans un journal dédié au diabète. Passons finalement à la question de savoir si la fibre fait nécessairement partie d'un régime sain. Jetons un œil à un intestin d'herbivore qui possède un très grand caécome. La section où la fermentation des fibres est prise en charge. Et comparons-le à un intestin humain. On voit clairement que notre tube gastro-intestinal n'est tout simplement pas configuré pour transformer les fibres à la manière des herbivores. J'aimerais maintenant passer à la section suivante de ma présentation et analyser une autre chose pouvant causer des problèmes gastriques dans un régime à faible teneur en glucides, les FODMAP. Les FODMAP sont un groupe de glucides à chaîne courte, avec certaines caractéristiques communes. Tout d'abord, ils sont mal absorbés dans l'intestin. Et à cause de cela, ils descendent jusqu'au côlon où ils peuvent être fermentés par les bactéries provoquant un nouveau dégaz. De la même manière que pour les fibres solubles. Par ailleurs, ces FODMAP, ces glucides particuliers, attirent les fluides en raison d'un niveau élevé d'activité osmotique, ce qui peut conduire à des selles mouillées. Ces deux symptômes sont observés dans un état appelé syndrome de l'intestin irritable. Et en plus de causer ces selles, les FODMAP peuvent également causer de la constipation, un autre symptôme associé au syndrome de l'intestin irritable. Et la façon dont cela se produit est que lorsque les bactéries ont métabolisé ces FODMAP, elles produisent du méthane, et il a été démontré que le méthane est une cause de constipation. Et de nombreuses études ont systématiquement montré que quand les gens souffrant de ce syndrome étaient soumis à un régime pauvre en FODMAP, environ 3/4 d'entre eux connaissaient des améliorations significatives. Et je voudrais illustrer ce point avec une étude très intéressante publiée cette année. Il existe une pathologie appelée sensibilité non coéliaque au gluten.
Ces patients ont des symptômes intestinaux quand ils mangent des aliments contenant du gluten. Mais quand on les teste pour dépister la maladie cœliaque, rien n'apparaît. Maintenant, ce qu'il faut comprendre est que les aliments contenant du gluten contiennent souvent aussi ce que l'on nomme des fructanes, et qui s'avère être l'un des FODMAP. L'étude dont je vous parle a recruté des patients ayant cette sensibilité non cœliaque au gluten, et leur a donné des barres alimentaires spéciales. Certaines d'entre elles contenaient du fructane, d'autres du gluten, et d'autres encore les deux. Et ce que vous pouvez voir à droite est que leurs symptômes étaient bien pires quand on leur donnait des fructanes que quand ils recevaient du gluten. Il semble donc que le diagnostic de la sensibilité au gluten est en réalité un problème lié au FODMAP. Mais comment tout ceci est-il lié à un régime faible en glucides? Car cette assemblée n'a pas tendance à manger des produits riches en gluten. C'est vrai, mais les FODMAP se retrouvent dans nombre d'aliments pauvres en glucides, comme par exemple le chou-fleur, un des aliments de base que nous avons également vu dans la section riche en fibres. Donc si vous êtes déjà demandé pourquoi vous vous sentiez ballonné ou constipé après une purée de chou-fleur, bien vous avez la réponse. Voyons maintenant à quoi correspond le P de FODMAP. Il renvoie au polyol, à savoir des édulcorants artificiels aussi appelés polyalcool ou glycols, puisqu'ils produisent un goût sucré sans apport de calories. Les polyols sont largement utilisés dans beaucoup de barres de sucreries à faible teneur en glucides. Le problème est qu'ils sont mal absorbés, qu'ils attirent l'eau et qu'ils produisent du gaz, et qu'ils vous donnent des sérols. Et de nombreuses personnes suivant un régime pauvre en glucides ont souffert de diarrhée après avoir mangé trop de barres Atkins, par exemple. We're going to focus on the microbes right J'aimerais down at the maintenant bottom aborder of ce this que nous arrow here. appelons le And the question microbiome. I want to specifically address Cette image is, can représente these les colonies bacteria de make us bactéries fat? ou de microbes. Because that's what we've been hearing a lot about recently. Now, we've Mais got nous more than particulièrement 1,000 different concentrés types sur of celles présentes dans bacteria le côlon within our gut. intestin. But 90% of these come from On entend souvent que nous one contenons of plus two de main bactéries groups, que de the cellules humaines. Firmicutes phyla Et c'est une or the exagération. Bacteroides. La science nous dit qu'elles And sont de 1 à the 1,3 plus Firmicutes nombreuses que nos cellules, phyla pas de has actually 10. been associated in a Nous number of allons nous studies with concentrer sur les obesity, microbes situés en while dessous de cette the flèche jaune. Bacteroidetes has Et been la question que associated je vais with weight aborder loss. spécifiquement, c'est ces And bactéries the graph peuvent-elles here nous faire demonstrates how grossir? when you lose Parce que ce qu'on entend weight, beaucoup ces the derniers temps, Bacteroidetes actually c'est que increases. nous avons plus de But 1000 the différents thing to types de understand bactéries about dans notre bacteria intestin. is that they have very specific Mais conditions for their 90% growth. d'entre elles Some proviennent prefer de deux oxygen, groupes some principaux. don't. Some like fiber, some Les don't, and firmicutes so on. et les And the bactéroïdes. Les bacteria, if they firmicutes ont like the effectivement été conditions you associés give dans them, un certain if nombre they like the d'études nutrition à you provide them, l'obésité, they will proliferate. So simply by providing a tandis que different les source of nutrition, bactéroïdes ont été associés à une we perte can de poids. change the bacterial colonies in our gut. Ce graphique démontre que lors And d'une these changes occur les rapidly. bactéroïdes Within a augmentent single day, effectivement. it's Mais ce been qu'il faut documented comprendre à that you can propos get des major bactéries, changes in the bacteria c'est within qu'elles your ont gut. besoin de conditions très spécifiques But pour the leur big question croissance. is, Elles préfèrent l'oxygène, can we d'autres pas, certaines deliberately les fibres, change d'autres the pas, balance of bacteria etc. to lose weight? Et les bactéries, si elles aiment les conditions que Now, a vous key leur point here is that the procurez, si elles aiment Bacteroidetes la nutrition phyla, que vous leur which is fournissez, associated with elles weight loss, prolifèrent. also Donc happens simplement en to be fournissant une source associated différente with de high-fat nutrition, ketogenic nous diets. pouvons modifier les This has colonies been found bactériennes in de studies notre of children intestin. on this kind of diet when they've been having Et ces their changements se epilepsy produisent managed. rapidement. So it becomes a case of the Il a chicken été or the montré egg. qu'en un jour, des Is it a altérations change in majeures bacterial des bactéries population dans l'intestin or the sont change in possibles. the diet that leads to the weight loss? Mais la grande So question, back in 2006, c'est there's this famous paper that was pouvons-nous published that délibérément showed modifier that l'équilibre des an bactéries obese pour perdre microbiota du could poids? make mice fat. Une So idée they had clé some germ-free est que les mice. bactéroïdes qui sont associés à la And perte de poids they gave these germ-free mice some s'avèrent bacteria également être associés au from régime some fat cétogène, mice riche and en from matières some skinny grasses. mice. Cela a été And they découvert actually dans des found études sur that des the enfants suivant ce genre de régime afin de bacteria traiter from leur the fat épilepsie. mice made On est these donc face à germ-free un cas mice de l'œuf fatter. ou de la poule. Est-ce le And changement this is de why population this ou graph le here changement de régime demonstrates qui mène à la perte de poids? short-chain fatty acid En production 2006 est paru ce fameux article comparing the two qui groups. a And what you can révélé see is que le that the microbiome d'une obese souris bacteria obèse pouvait rendre led to une an autre souris increased obèse. energy harvest Ils ont pris des souris aux by intestins way of dépourvus de producing more colonies short-chain microbiennes fatty et leur ont acids. donné des bactéries provenant But de that souris en doesn't mean that you surpoids can simply transplant bacteria in our et colons d'autres to lose provenant de weight. souris minces. Firstly, Ils ont the effectivement bacteria were constaté que les transplanted bactéries into des grosses germ-free souris mice. There was no competition from other faisaient grossir bacteria. les souris It's jusqu'alors highly sans unlikely bactéries. that if you Ce graphique transplanted représente la bacteria production d'acides into a gras gut that had volatiles. an existing
colony that it would En do comparant as well. les deux groupes, noirs minces, blancs, Secondly, obèses, the extra et energy ce que was l'on voit, derived c'est que from les fiber. bactéries So if obèses you're on ont a low conduit fiber à une diet, augmentation de la then récolte there would have been no énergétique, en finding. produisant plus d'acides gras And the fact volatiles. that the short-chain fatty acids are then converted into Mais cela ne ketones, signifie which pas as que we know vous pouvez is an simplement appetite transplanter les suppressant, bactéries dans nos côlons means that in pour the perdre real du poids. world, when we're not on Tout d'abord, ces calorie-controlled bactéries diets, ont été when we're not transplantées dans des just souris sans microbes, in a cage with a de limited amount of avec food, d'autres bactéries. that our volitional Il est peu food probable intake becomes qu'elles font des important. bactéries dans un intestin déjà So colonisé. the ketones that are produced from the short-chain fatty acids Les choses probably se would have had an dérouleraient aussi appetite bien. suppressant effect, and those Deuxièmement, l'énergie mice would supplémentaire be provenant des predicted to fibres. then eat less. Donc, avec un So régime it's pauvre en not fibres, clearly ces apparent résultats that ne we can s'appliquent simply plus. change our gut bacteria to Et le lose fait weight. que les acides gras Far more volatiles sont likely ensuite is that convertis changing en our cétones, qui, diet comme nous le savons, sont des coupes fins, permits weight loss, signifie que dans le monde and that's réel, quand nous associated ne with a suivons pas un change in gut régime bacteria, à calories not the contrôlées, cause. quand on n'est pas It's juste the dans une cale age-old avec une conundrum, is quantité it limitée de causation or is nourriture, it correlation? alors notre consommation volontaire de nourriture So as a devient final une donnée demonstration that importante. what we Donc les eat cétones qui sont produites à does partir des influence our acides gras gut bacteria, volatiles and not always in a good auraient way. probablement eu Let's have a un look at effet this study. coupe-faim. So Et l'on aurait trehalose pu is a prédire sugar que ces composed souris of auraient two alors glucose moins mangé. molecules, but it's fairly recent Il n'est donc pas that évident it's que been nous in our pouvons food supply. simplement It was only modifier approved notre for milieu use in Australia in macrobiotique pour perdre du poids. 2003, and that was Il est after bien some plus probable Japanese qu'un scientists changement discovered de a way to régime mass permet produce de it back in perdre about du poids. 2000. And it's not very sweet, Et que but ceci it is n'est very associé qu'à un effective changement at lowering the macrobiotique freezing sans point en of être la food. cause. And because of that, it's used in a lot of things like ice cream. C'est le casse-tête Now, immémorial, the problem causalité is ou corrélation. that a particularly harmful bacteria Comme called démonstration finale du Clostridium fait que ce difficile que nous is very mangeons fond of influence les trehalose. bactéries intestinales et pas toujours And de manière the increased souhaitable, consumption since the jetons un early œil à cette 2000s étude. has been associated with Le an trehalose est un increase sucre in a composé de dangerous deux condition molécules called de glucose, mais pseudomembranous il ne fait colitis partie de notre associated alimentation with que this bug. depuis peu. So what we Son eat utilisation en changes Australie our n'a été gut approuvée bacteria. qu'en 2003, après que des scientifiques japonais eurent découvert So un to moyen de conclude, produire I'd like to leave you with three vers key l'an 2000. messages. Fiber is not a Mais il est très necessity for a efficace healthy pour diet. abaisser le temps de congélation des aliments. Secondly, On l'utilise even on a beaucoup, low par exemple, dans la crème carbohydrate glacée. diet, certain foods contain high Problème levels toutefois, of c'est qu'une fiber or bactérie FODMAPs particulièrement that can nocive cause nommée stomach upset, Clostridium and you need to difficile be aware of this. est And particulièrement finally, the whole friande du concept trehalose. of altering our Et sa microbiome for consommation weight accrue loss depuis le is a début des bridge années too 2000 far a été with the associée current understanding of à science. l'augmentation d'une you. pathologie dangereuse, la colique pseudomembraneuse, liée à ce microbe. Ce que nous mangeons change nos bactéries intestinales. Pour conclure, j'aimerais vous quitter avec 3 messages clés. Les fibres ne sont pas une nécessité pour une alimentation saine. Deuxièmement, même dans un régime pauvre en glucides, certains aliments contiennent beaucoup de fibres, ou de FODMAP, ce qui peut causer des maux abdominaux. Et vous devez en être conscient. Enfin, toute cette idée de modifier notre microbiome pour perdre du poids est une extrapolation trop ambitieuse de la connaissance scientifique actuelle. Je vous remercie.